Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 8 septembre, j'espère que votre rentrée s'est bien passée et que vous êtes en pleine forme. Et nous, comme chaque dimanche sur ce podcast, on est parti pour faire notre tour d'horizon de l'actualité économique à retenir cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant pour la première actualité, on reste sur le sol français avec l'expérimentation des 15 heures d'activité obligatoire pour toucher le RSA qui est très encourageante. En fait, 46 départements ont expérimenté la réforme sur l'accompagnement des allocataires du revenu de solidarité active, donc le fameux RSA, ce qui implique que dans ces départements, les allocataires doivent signer un contrat d'engagement avec France Travail et réaliser dans ce cadre 15 à 20 heures d'activité par semaine. Alors ça peut être de l'immersion en entreprise, passer le permis de conduire, participer à des activités dans des associations, etc. Et selon les premiers résultats de l'expérimentation menée dans les 17 premiers départements, un peu plus de 40 000 personnes ont bénéficié de ce dispositif. Et dans les chiffres, 6 mois après leur entrée dans le dispositif, 42% de ces bénéficiaires ont retrouvé au moins un emploi et 16% un emploi durable, c'est-à-dire un CDI ou un CDD de plus de 6 mois. Et plus globalement, à partir du 1er janvier 2025, la contrepartie de 15 à 20 heures d'activité pour conserver le RSA sera étendue à l'ensemble de la France. C'est donc pas moins de 1,2 million de personnes qui pourraient être concernées par le dispositif. Selon Paul Bazin, directeur adjoint chargé de l'offre de services de l'ex-Pôle emploi, je cite, « C'est une évolution à l'envergure immense qui va consister à intégrer en 2 ans des personnes très éloignées du marché du travail dans le service public de l'emploi. » Pour rappel, le montant du RSA pour une personne seule est de 635,71 € par mois depuis le 1er avril 2024. Allez, maintenant pour la deuxième actualité, on reste en France où les comptes publics devrait s'aggraver encore de 16 milliards d'euros en 2024. Alors c'est ce qu'on a appris cette semaine dans une lettre envoyée conjointement par le ministre démissionnaire des Finances Bruno Le Maire et le ministre démissionnaire délégué aux comptes publics Thomas Cazenave, une lettre adressée aux parlementaires. Alors dans celle-ci, on y constate que le déficit public pourrait atteindre 5,6% du PIB cette année, contre déjà 5,5% l'année dernière, et même atteindre 6,2% en 2025. Alors pour rappel, le déficit public représente la différence entre d'un côté les dépenses qui sont liées à la protection sociale, l'éducation, la défense, etc. et de l'autre, les recettes, c'est-à-dire principalement les impôts, taxes et cotisations sociales. Et naturellement, lorsque les dépenses sont supérieures aux recettes, il y a déficit. Alors cette nouvelle détérioration des comptes publics s'explique par 2 raisons. Tout d'abord, l'État va enregistrer en 2024 moins de recettes qu'espéré. Dans la lettre, on y apprend, je cite, « Les recettes de TVA, d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les sociétés pourraient être moins élevées que prévu. » Et si vous vous souvenez bien, les prévisions de recettes avaient pourtant déjà été abaissées de 30 milliards d'euros au printemps dernier. Deuxième raison et la plus importante, ce sont surtout les collectivités territoriales, comme les communes et les départements, qui seraient à l'origine de ce déficit excessif et inattendu, et qui vient donc alourdir les comptes publics. Ce surcroît de dépenses, découvert seulement cet été, pourrait en fait dégrader les comptes de 2024 de 16 milliards d'euros par rapport à la trajectoire de déficit envoyée à Bruxelles au printemps. Pour rappel, l'Union européenne avait lancé en juillet dernier une procédure pour déficit excessif envers la France et 6 autres États membres et qui prévoit des sanctions financières si les comptes publics ne s'améliorent pas. Au final, Michel Barnier, qui a été nommé Premier ministre cette semaine, aura des sacrés chantiers pour cette rentrée, notamment sur le front du budget et des finances publiques. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à la Turquie qui a officiellement demandé à rejoindre les BRICS. Alors le groupe des BRICS est une coalition économique formée initialement par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, et elle plaide notamment pour une refondation des institutions internationales afin de refléter l'émergence de nouvelles puissances. Et l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran ont officiellement rejoint l'organisation cette année, ce qui a fait évoluer l'acronyme BRICS vers BRICS+. Et dans les chiffres, les BRICS+, c'est un PIB cumulé de 30 800 milliards de dollars, soit environ 29% du PIB mondial. C'est aussi 40% de la production pétrolière internationale, 25,1% des exportations mondiales, ou encore 46% de la population mondiale. Autrement dit, les BRICS+ ont une place prépondérante dans le
le poids de l'économie mondiale. Alors l'intérêt de la Turquie n'est pas nouveau, mais il est donc aujourd'hui officiel, et si sa demande est acceptée, Ankara serait le premier membre de l'OTAN à intégrer les BRICS+, à l'heure où ses relations avec les États-Unis et l'Union européenne sont de plus en plus tendues. Et si la moitié des échanges de la Turquie reste tournée vers l'Europe, l'idée est donc de tirer profit de la situation stratégique du pays entre l'Asie et l'Europe. En fait, le gouvernement d'Erdogan estime que le centre de gravité de la géopolitique est en train de changer et s'éloigne des économies développées, d'autant plus que sa demande d'adhésion à l'Union européenne est pour l'instant bloquée. Le processus d'adhésion au BRICS+ reste complexe et la demande turque devrait être discutée lors du prochain sommet fin octobre. Pour la quatrième actualité, on revient sur le sol français où les ménages réinvestissent de plus en plus dans l'immobilier. En fait, les banques ont délivré 11,3 milliards d'euros de prêts à l'habitat aux particuliers en juillet, selon la Banque de France, et c'est 2,7 milliards de plus qu'au mois de juin et 4,4 milliards supplémentaires qu'en mars. Et la barre des 10 milliards d'euros de crédit n'avait plus été dépassée depuis juillet 2023 et ce rebond intervient après le pire semestre depuis 10 ans pour le crédit immobilier. Alors le moteur de la relance est en grande partie la baisse des taux engagés en décembre. Après être passé sous la barre des 4% en mars, le taux moyen sur 20 ans approche désormais les 3,5%, ce qui redonne naturellement de l'optimisme aux acheteurs et qui se traduit directement dans la hausse des crédits contractés auprès des banques. En revanche, les taux de crédit restent encore largement supérieurs aux 1,8% de début 2022. Alors à ça vient s'ajouter également une diminution des prix de l'immobilier, chiffrée à moins 5,2% sur un an dans l'ancien, selon les chiffres de l'INSEE, couplée à une inflation qui est repassée sous la barre des 2%, ce qui a de quoi redonner le moral aux futurs acquéreurs. Et alors que le nombre de ventes immobilières se sont écroulées depuis 2021, dans un contexte hyper inflationniste et de hausse de taux, les professionnels du secteur, à l'instar de Se Loger, tablent sur une stagnation des ventes en fin d'année avant un nouveau cycle aussi en 2025. Maintenant reste à savoir si ces prévisions se confirmeront, je vous tiendrai au courant. Pour la dernière actualité, on s'intéresse aux marchés boursiers qui ont connu leur pire semaine depuis 18 mois. En fait, le principal indice boursier américain, le S&P 500, qui réunit les 500 plus grandes sociétés américaines, a reculé de 4,2%, soit sa plus grosse chute depuis mars 2023. Pire, le Nasdaq Composite, qui réunit 3000 entreprises américaines, a baissé de 5,8%, soit sa plus forte baisse sur une semaine depuis janvier 2022. Et pour ce qui est de l'indice boursier français, le CAC 40, qui réunit donc les 40 plus grosses sociétés en termes de valorisation, baisse de 3,63% cette semaine. Alors ces baisses font suite à la publication de mauvais chiffres sur l'emploi aux États-Unis cette semaine. Très concrètement, les créations d'emplois sont ressorties inférieures aux attentes des économistes, à 142 000 postes créés en août contre plus de 160 000 espérés, et se sont accompagnés d'une importante révision à la baisse des chiffres sur l'emploi en juin et juillet. Résultat, les créations d'emplois sur 3 mois sont retombées à leur niveau le plus faible depuis la mi-2020, en pleine crise du Covid. Alors pour se consoler, le taux de chômage s'est tassé de 0,1 point à 4,2% le mois dernier, là où les économistes l'anticipaient stable à 4,3%, mais ce qui n'a visiblement pas suffi à rassurer les investisseurs. Plus globalement, ces chiffres viennent conforter les incertitudes sur la trajectoire de la croissance américaine et l'hypothèse d'une baisse des taux directeurs de 50 points le 19 septembre, lors de la prochaine réunion de politique monétaire de la Banque centrale américaine, pourrait signifier que la Fed a sous-estimé la dégradation des paramètres économiques, notamment de l'emploi, et agit déjà trop tard pour ne pas brutaliser les sociétés américaines, tout comme elle avait trop tardé à réagir contre l'inflation. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast, vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide beaucoup à être mieux référencé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.